Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par écouter le CEO de NVIDIA au CES en janvier. My friends, the ChatGPT moment for general robotics is just around the corner. Alors, ce moment de ChatGPT qui vient d'être évoqué, il est de plus en plus évoqué sur la robotique. Ça fait quelques mois et là, c'était un peu une caisse de résonance avec le CEO de NVIDIA en janvier. Clairement, on voit qu'il se passe quelque chose et mon objectif, là, en une demi-heure, c'est de vous préparer à ce qu'on est en train de vivre dans la robotique, ce qu'on a vécu avec ChatGPT, essayons de nous préparer sur la robotique. Alors pour cela, je suis accompagné d'un petit robot pour vous montrer que ça se démocratise actuellement. Donc un robot qui va essayer de vous montrer que l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle est en train de se connecter, que c'est une nouvelle phase dans cette révolution. Alors, pour commencer, je me présente très rapidement. Donc, je dirige les sujets d'IA générative à Octo Technologies. Et ça fait à peu près 15 ans que je suis sur cette thématique qui a évolué entre statistique, la data science, le machine learning. L'IA générative, qui d'ailleurs l'IA générative a montré clairement, je pense qu'on est à peu près d'accord, qu'on rentrait, alors je crois que ce matin on l'a évoqué un peu le contraire, mais qu'on rentrait dans une révolution, la révolution de l'IA, une révolution qui a plusieurs phases. Je remets un passage de l'intervention du CEO de NVIDIA sur les différentes phases. Je vous remets une phase il y a notamment sur les agents, je vous avais évoqué l'année dernière, qui je pense on est en train de la vivre clairement. La nouvelle phase qui est évoquée, c'est celle qu'on appelle Physical AI. Alors, Physical AI, globalement, c'est très simple, c'est l'idée de quand l'intelligence artificielle, en gros, rencontre le réel. Et en gros, il y a 3 points importants, c'est à la fois la perception, comprendre et agir. C'est comment je vais percevoir le réel, comment je vais comprendre le réel et comment je vais agir sur le réel. Et la représentation la plus concrète de ça, c'est globalement en robotique. La robotique générale, on parle aussi de General Robotics. Alors, je vous ai parlé de ce moment de ChatGPT. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pas simple. Moi, je vais vous donner peut-être une vision un peu technique ou d'expert, je ne sais pas, mais globalement, il y a cette idée il y a eu un moment transformer. Le moment transformer, ça a été le moment où on a trouvé cette brique, cette architecture qui fonctionnait bien. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le moment GPT, cette idée j'ai un peu adapté cette architecture, mais je l'ai connectée à de la donnée pour apprendre et créer ce qu'on appelle un modèle de fondation, ces modèles de fondation généralistes. Et quelques années plus tard, à peine quelques années plus tard, est arrivé ChatGPT. On parle de ce moment de ChatGPT. Globalement, ce moment de ChatGPT, c'est le moment où il y a une adoption massive. On est dans cette salle, je pense que vous êtes, si je demandais qui a déjà utilisé ChatGPT dans le mois, on est sans doute une majorité, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait la moitié de la salle qui l'ait au moins utilisé, en tout cas dans l'année. Il y a une adoption massive. Globalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est là. On en est... Les architectures état de l'art commencent à bien émerger, se stabiliser. Par contre, depuis quelques mois, les énormes progrès sont dans la construction de ce qu'on va appeler un modèle de fondation. On parle de World Foundation Model. Et on va voir l'intérêt. Donc, on n'y est pas encore dans ce moment de ChatGPT. Par contre, il est de plus en plus évoqué parce que les acteurs, ils se préparent à ça. Pourquoi ils se préparent à ça? Ils se préparent à ça parce que, globalement, alors déjà, si on fait l'analogie au modèle de langage, entre GPT et ChatGPT, ça n'a mis que quelques années. Mais ils se préparent à ça parce que, justement, il faut être prêt, ça va aller très vite au moment où ça se passe. Alors, donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre, dans la robotique générale, qu'est-ce qui rentre en jeu dans cette phase. Donc on parle de Physical AI, mais de cette notion d'IA avec la robotique. Donc comme je vous l'ai dit, il y a ces 3 points, perception, compréhension et les actions. Des actions qui vont porter sur de la robotique, donc on pourrait presque dire que c'est de l'hardware. Et ensuite, il y a une phase qui est très importante qui s'appelle, alors, des fois on parle d'entraînement, des fois d'apprentissage, et ça c'est une phase très importante. Et là, globalement, on a un peu la big picture de ce qui rentre en jeu lorsqu'on va essayer de faire apprendre à ces modèles, parce qu'on rentre dans une ère des robots apprenants, on va le voir. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par cette partie-là, le robot. Alors, comme vous l'avez vu, on ne va pas commencer avec celui-là, on va commencer avec celui-là.
pour vous montrer qu'on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle une certaine démocratisation de la robotique. En gros, elle a commencé, bon, on a des choses, notamment par exemple, vous avez le robot, c'est une librairie d'équipes de Hugging Face, d'ailleurs ils sont basés sur Paris, qui ont pour objectif d'essayer de réduire les obstacles à l'entrée, faciliter le partage. On peut un peu se dire que c'est un peu l'idée de construire un GitHub de la robotique, etc. Comme finalement Hugging Face a été l'objectif d'un GitHub de l'IA. Il y a cette idée on veut mettre en open source, partager parce qu'on a besoin du partage. On n'en serait pas là sur des sujets de ChatGPT sans l'open source, sans les partages qu'ont permis, notamment Hugging Face. Et dans réduire les obstacles à l'entrée, il y en a un qui m'intéresse là, c'est le prix. La robotique, ça vaut cher. Donc, il y a un des objectifs, c'est de réussir à comment je donne accès à la robotique à un prix, du coup, un peu plus acceptable, comme ce robot. Donc, celui-là, c'en est un en particulier que vous pouvez trouver grâce à la communauté Le Robot, notamment. Donc, c'en est un en particulier. Et pour que ça soit un peu moins cher, l'idée, en fait, ça va être de construire, de vous dire où est-ce que vous pouvez acheter les différentes pièces. Après, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Alors, vous avez des moteurs, des alimentations. Il y a quelques petites pièces en 3D. Vous avez plein de petites pièces en métal pour celui-là, bien sûr. Les petits rotors. Et après, bien sûr, il faut quelques heures pour monter tout ça. Ça prend un certain temps. Alors, c'est prenant, mais ça prend un certain temps. Et donc, une fois que vous montez, vous vous retrouvez avec ce petit robot que vous voyez là. Alors, en gros, c'est comme je viens de l'évoquer, c'est un robot assez simple. Vous avez 6 rotors, alors je ne sais pas si on voit. En gros, vous avez 6 rotors comme ça qui font des rotations. Et juste à partir de ces rotations, il y en a 6, on arrive à avoir un mouvement qui peut être intéressant. Donc, bien évidemment, si je fais bouger juste le premier, ce que vous allez voir là, on va se déplacer de moins 30 degrés, il se déplace dans ce sens-là. Si c'est le deuxième, il va revenir en arrière. Et la pince, la pince, c'est aussi un rotor qui juste tourne. Et c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire plus il ouvre, il se ferme, etc. D'accord ? Donc ça, c'est globalement quelque chose d'assez simple. Et jusqu'à présent, voilà, on fait certaines choses. Il y a quelque chose qui est assez connu. On a tendance à dire que c'est le Hello World pour un bras robotique. C'est d'être capable de prendre cette brique et de la mettre dans la petite boîte à côté. Donc ça, si je lui demande ça, globalement, il va savoir quels sont les mouvements qui permettent d'avoir quelque chose de cohérent pour essayer d'attraper la brique. Alors, on va voir si ça fonctionne. Donc là, l'idée, il attrape la brique, il la met dans la boîte, c'est génial. Sauf que ça, c'est globalement ce qu'on faisait jusqu'à présent sur la robotique. Parce que bien évidemment, ça, c'est ce qu'on pourrait dire hard-codé. Si je mets la brique ici, il va me refaire le même mouvement. Il sait la trajectoire qui lui permet d'aller à cet endroit-là pour prendre la brique si elle est là. Bien évidemment, alors j'aurais pu vous mettre que des trucs comme ça lors de toute cette présentation, mais vous comprenez, comme je vous l'ai dit, l'IA est en train de rencontrer la robotique, donc il va se passer quelque chose. Là, il n'a pas vu, il n'a pas eu les yeux pour voir où était le robot, comme vous pouvez le voir. Où était le robot, où était la brique. Donc il se passe plein de choses. Ce que je vous propose, c'est de commencer par cette première phase qui est la plus importante, l'apprentissage ou l'entraînement, parce que ça va me permettre d'avoir quelques notions clés pour la suite. Alors, globalement, c'est la phase la plus importante et ça se résume en gros à ça, alors ce qu'on appelle l'apprentissage robot, à ça. Alors les experts savent le lire normalement. C'est de construire une policy qui va prédire des actions, c'est les A de T à un instant T, en fonction des états, les states, des états à un instant T, en fonction de paramètres, les fameux θ, et c'est ces θ qu'on va devoir trouver lors de l'apprentissage. Donc ça, c'est notre objectif. Il y a 2 méthodes principales sur la robotique qui sont très utiles, qui sont alors à la fois l'imitation learning et l'apprentissage par renforcement. Je m'intéresse ce soir qu'à la partie imitation. Globalement, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de construire cette policy. On parle principalement d'expert policy parce qu'on va essayer de copier le comportement, on parle de behavior cloning, de copier le comportement d'un expert par différents moyens. Un qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le marionnettiste, globalement, ou le téléopérateur. C'est ce que certains ont peut-être fait, normalement, je crois qu'il y en a une vingtaine à peu près qui l'ont fait, c'est d'utiliser un deuxième bras, parce que vous l'avez vu, il y a 2 bras.
Le premier que vous avez vu jusqu'à présent, c'est celui qu'on appelle le follower, donc le suiveur, qui suit ce que le leader va lui donner comme objectif. Et donc, l'idée, lors de la téléopération, c'est de constituer des exemples. Et donc, je peux faire ce mouvement-là, donc c'est souvent un humain, qui va essayer de constituer quel est le bon moyen d'aller réaliser cette tâche, d'attraper cette brique. Donc certains l'ont fait ce matin. L'objectif, c'est, si tu veux apprendre à attraper cette brique et la mettre dans la boîte, qui est ma tâche, je vais devoir lui donner des ensembles de démonstrations, et on les construit comme ça. Je vais vraiment très rapide sur l'apprentissage par renforcement. C'est aussi l'objectif de construire une policy. Souvent, l'objectif, c'est de... Alors, on parle de sim tutorial, je vais juste utiliser des ensembles de démonstrations qui sont construites dans un environnement simulé, et je vais les appliquer dans le réel. Donc, en gros, du coup, la différence que vous voyez, c'est qu'on va plutôt utiliser de la donnée simulée. Je ne rentre pas dans les détails ce soir. Donc, objectif, on va faire l'imitation. Par contre, la partie la plus importante, elle est là. La question la plus importante à se poser, c'est comment les robots vont percevoir, comprendre et agir dans le réel. Et ce que je vous propose, c'est de voir quelle architecture on va utiliser pour apprendre à ce robot à attraper cette brique et la mettre dans cette boîte. Et pour cela, je vais utiliser une architecture qui est sortie en 2023, qui présentait alors aussi un projet qui s'appelle Aloha, un projet open source pour essayer d'aider des robots avec 2 bras, via téléopération, à réaliser des tâches. Et dedans, alors il y a quand même des gens assez compétents, il y a du Stanford, du Berkeley, du Meta, mais dedans, ils définissent une architecture intéressante, on a tendance à dire état de l'art, c'est cette architecture qui s'appelle Action Chunking with Transformer. Alors, encore une fois, les experts, normalement, reconnaissent du transformer, de l'encodeur, du décodeur, des choses qui existent depuis plusieurs années. Et je vous dis, c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution? Parce que c'en est une. Globalement, quand on regarde quelques résultats, notamment, là, c'était si je demande à 2 bras de voir ce contenant en plastique, avec ce bras gauche, de l'attraper et de l'ouvrir avec le bras droit, avec seulement 50 exemples, donc 50 exemples faits via téléopération, on arrive à un taux de succès de 84% à la réalisation de cette tâche. Avec 2 bras, hop, il ouvre, il met là, et là, il ouvre. Avant cette architecture, on était à 0% en résultat. Donc il y a une révolution qui se passe. Et ce que je vous propose, alors c'est le moment où il faut s'accrocher, je sais qu'il est tard, c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer quand on va l'utiliser, et donc du coup, comment ça fonctionne. C'est le fameux Action Chunking with Transformer, ou ACT. Quand on fait ces types de modèles avec des trajectoires et de la robotique, il y a 2 principaux problèmes qu'on rencontre. Celui qui va m'intéresser, ça va être celui... Alors, il y en a 2. On va commencer par la multimodalité. Alors, la multimodalité, ce n'est pas la multimodalité qu'on a dans les LLM en ce moment, avec ça gère de la vision, ça gère de l'audio. Dans la multimodalité, par exemple, sur la brique, c'est si dans 50% des cas, vous passez par la gauche pour attraper la brique, et si dans 50% des cas, vous passez par la droite pour attraper la brique, si derrière, vous faites un modèle, par exemple, avec une aile de l'os, où en gros, l'idée, c'est les erreurs sont mises au carré, votre modèle, il dit, là, il ne faut pas que je fasse des grosses erreurs. Du coup, il va dire, vaut mieux aller au milieu. C'est pour ça qu'on dit, il peut aller dans un mur s'il y a un mur. Donc, souvent, on va raisonner avec des modèles qui gèrent des distributions, plutôt. Deuxième sujet intéressant, les erreurs se cumulent. Les erreurs se cumulent, c'est l'idée de, quand on va avoir des trajectoires, si je prédis l'action 1 avec un tout petit décalage sur la droite, si juste après je prédis encore avec un tout petit décalage, vous voyez qu'au bout de 3 prédictions, je suis déjà un petit peu en dehors de ce qu'on va dire la distribution. Et pour les data scientists, vous savez qu'en machine learning, quand on est en dehors de la distribution, c'est jamais bon. Donc ça, c'est un des problèmes, les erreurs se cumulent, et ils proposent quelque chose, c'est, au lieu de prédire l'action suivante, on va prédire les 100 prochaines actions. Donc il faut se dire, si on est à 30 Hz, c'est-à-dire les 100 prochaines actions, c'est les 3 prochaines secondes. Donc on va prédire une séquence d'actions, et c'est ça qui justement s'appelle l'action chunking. Hop. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir gérer le problème de multimodalité. Alors là, c'est là où ça se complexifie un tout petit peu. On va utiliser quelque chose qui est très vieux aussi, le Conditional Variational Autoencoder, la CVAE, qui existe depuis plusieurs années, et il y a pas mal de papiers qui montrent que c'est très bon pour gérer ce problème de multimodalité qu'on vient de voir tout à l'heure. Je rappelle, la CVAE, c'est assez simple de voir comment ça fonctionne. Si l'idée, c'est de générer... C'est un modèle génératif, donc ça va générer des choses. Si je veux générer des images de chiffres, des 3, en gros, l'avantage, c'est que pour l'entraînement, on va avoir besoin que vous me preniez des images de 3, ou d'autres chiffres si on veut, et je vais vous les donner en entrée,
et je vais les avoir aussi en sortie. Donc c'est la même chose. Le modèle il doit prédire. Vous lui donnez une image de 3, et son objectif, son Y, sa cible, c'est de prédire la même chose. Bien évidemment, ce qu'on met dans les auto-encodeurs, enfin les encodeurs-décodeurs, c'est qu'on met une contrainte, c'est ce qu'on appelle l'espace latent. C'est qu'il doit du coup essayer de résumer l'information suffisante pour qu'avec cette information, ce qu'on appelle l'espace latent, il soit capable de régénérer ce 3. OK ? Maintenant, je vous ai dit que ça, c'était le variational auto-encodeur. On va utiliser une CVAE, donc le conditional. Le conditional, il est important, c'est cette idée d'on va rajouter une variable qui va pouvoir varier. Variable catégorielle, ce que vous voyez en haut, c'est que je vais lui dire, je lui donne l'image, mais je lui donne aussi une valeur, ici catégorielle, qui dit c'est un 3. Je le donne dans l'encodeur, sauf que je le donne aussi dans le décodeur. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ces modèles, c'est génératif, on va les utiliser pour générer. Donc en fait, ce qui va se passer avec les CVAE, c'est que du coup, la valeur 3 là, c'est à partir de l'espace latent, un contenu au hasard, et c'est un 3, ça génère le chiffre 3. Si là, juste la valeur, c'est ça qui va varier, je mets un 4, et ben, il va me générer un 4 avec la même patte, c'est écriture manuscrite. Et donc en fait, je vais faire varier ce qui est dans le conditional pour générer quelque chose d'intéressant. Alors bien évidemment, nous on ne va pas générer des images de 3 ou 4, ça a 5-6 ans facile. Nous ce qu'on a vu, c'est qu'on allait générer j'ai entendu actions, des séquences d'actions. Action chunking, on va générer des séquences d'actions. Donc ça c'est l'objectif. Sauf que ça, c'est que le décodeur. Donc ça, c'est ce qu'on va dire le décodeur. Donc il manque quelque chose. Il manque l'encodeur. Tout à fait. Donc souvent, les gens ont tendance à oublier cette partie-là. Les gens ne présentent que cette partie-là, parce que l'encodeur, c'est utilisé que pour l'entraînement. Mais là, il y a l'encodeur. Donc ça, c'est cette partie qui est intéressante. Donc du coup, comme je l'ai dit, dans l'encodeur, en entrée, il est censé voir la même chose que ce qui sort du décodeur. Donc on retrouve bien, je génère des séquences d'actions, je prends en entrée des séquences d'actions. Les séquences d'actions, c'est les suites des valeurs des rotors, donc des degrés, etc. Donc du coup, ce que génère l'encodeur, c'est ce qu'on appelle l'espace latent. Alors ici, ça s'appelle la variable style, Z. Le Z, on le retrouve bien dans le décodeur. Donc du coup, si on revient dans le décodeur, nous avons l'espace latent. Du coup, ce qui reste, c'est le conditional. C'est les variables qui vont varier, qui du coup ne sont pas juste un chiffre entre 0 et 9. C'est à la fois ce qu'on voit ici à droite, c'est les valeurs des rotors. Alors pour cette architecture à l'époque, ils avaient 2 bras avec 7 rotors, donc du coup c'est 2 fois 7 valeurs. Et la deuxième chose, c'est les caméras, donc des images. Des images qu'on voit en haut à gauche. Ici, il y en avait 4. Il y avait une image sur chaque bras, sur chaque bout de chaque bras, et une image en haut, une image en bas. Bon, ces images, elles passent dans un CNN, etc. Mais du coup, ce qui va varier, c'est le conditionnel que je viens d'évoquer, c'est ça. Donc quand les images varient et les valeurs des rotors varient, je vais générer quoi? Je vais générer une séquence d'actions. Et si je vous mets le schéma de l'architecture aussi de ce papier, maintenant vous savez le lire, je prédis des séquences d'actions. Ce qui prend en entrée lors de l'inférence, c'est ça. Et nous, du coup, ce qu'on va prendre en entrée pour prédire, ça va être ça, le temps que ça s'affiche, c'est 2 images. Des images, ce qu'on va appeler le front, la caméra qui est ici, et la caméra top, que vous voyez ici. Okay, et 6 valeurs de rotation, parce que je n'en ai que 6. Okay, bon, pour l'histoire, le CNN, c'est un ResNet 18 qui a 10 ans, je crois, et ensuite, ça prend les valeurs des rotations et ça génère la séquence d'action. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a un modèle, on sait comment l'entraîner, on sait comment il perçoit, comment la compréhension, c'est ce fameux ACT, il génère une séquence d'action. Maintenant, pour l'apprentissage, on va avoir besoin d'un ensemble de démonstrations. L'ensemble de démonstrations, l'idée, ça va être de constituer cet ensemble de démonstrations. Alors, là, on va voir si Internet marche assez bien. Vous avez, donc ça, c'est sur Hugging Face en direct. J'avais collecté 35 exemples de démonstrations. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que vous voyez, la brique est posée quelque part. Il va collecter cette brique. Il la pose. Cet exemple dure 15 secondes. Et vous avez en bas les différentes valeurs des rotors. Je crois que globalement, pour en faire 35, ça vous prend quoi, 30-40 minutes. Donc à partir de ces exemples-là, l'objectif, c'est de lui apprendre
Enfin, on lui apprend, donc du coup, on entraîne. Alors, les feeds, c'est pour les anciens, mais on attend 2-3 heures sur un GPU. Alors, malheureusement, même si j'essaie de à peu près tout automatiser, il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est que je dois libérer les caméras, parce que lui, il va les utiliser, les caméras. Donc là, l'objectif, ça va être... Warm-up record. Oh. Ah, il y en a 3 comme ça. Tu peux peut-être couper le son pendant 2 secondes. C'est bon, vous êtes chaud pour voir? Recording episode 0. Alors bon, j'ai pas recalibré malheureusement la caméra, donc j'espère. Chez moi, on était à un taux de réussite de 90%, qui dépassait largement. Ah, il était presque. Il était presque. Ce que vous voyez, c'est la séquence d'action. Vous voyez, il a capté, il a prédit presque une seconde, et il a dit, mais j'ai pas la brique, il faut que j'aille la chercher. Alors ça tourne sur le CPU, donc c'est un peu lent, je vous l'accorde. Alors peut-être un peu loin. C'était presque, bon. Dommage. C'est un peu le côté du grappin, etc. Alors, un des défauts, c'est que ces 2 caméras sont là. Je pense que vous l'avez vu. J'ai oublié de calibrer tout à l'heure les 2 caméras. C'est pour ça que j'étais revenu derrière. Allez, tu peux le faire. Là, t'es bien placé. Ouais. Il a... Il y a une petite émotion, non, il s'est arrêté, il s'est dit, oula. Donc là, c'est une trentaine. Souvent, ce qu'on a tendance à faire pour mettre plus de résilience, etc., c'est qu'on met une caméra sur le bras, bien évidemment. Maintenant, les nouveaux modèles, on met plutôt une caméra directement sur le bras. Comme ça, il n'y a pas cette problématique de la stabilité de l'entraînement. Vous l'avez entraîné chez vous, vous déplacez la table. Même si je ne les ai pas fixes. J'ai essayé de les poser à peu près au même endroit, mais c'est jamais au même endroit. D'accord? Alors, hop. Là, j'ai dû passer devant au moment où ça a prédit. Alors, je vais essayer d'arrêter. Ça, c'était au cas où ça ne fonctionnait pas. Alors, je libère la caméra. Non, je reprends les caméras, pardon. Donc ça, c'est pour apprendre un modèle juste à faire une tâche. Le problème, comme vous l'avez vu, c'est qu'il a appris une tâche. Donc ça, c'est un peu bête. Et ce qui est vraiment bête, c'est qu'on est reparti de zéro. J'ai pris un réseau de neurones. Alors, il fait 50 millions de paramètres. Il marche sur CPU, hein, vraiment, c'est assez rapide. Et le problème, donc on est reparti de zéro. Vous savez que pour ne pas repartir de zéro, c'était ce que justement on a eu avec les GPT, c'est de partir d'un modèle de fondation. Donc un modèle plutôt généraliste qui permette de ne pas repartir de zéro. Et donc c'est en gros les enjeux qu'on a là depuis quelques mois. Enfin, on voit quelques sorties, de plus en plus de sorties. Ça va être ma dernière partie sur ce qui se passe dans ce qu'on va appeler ces foundation models dans la robotique. Alors des fois on rajoute le world. La problématique c'est ça, c'est qu'il va falloir collecter des datasets, des données d'entraînement de tâches, mais pas un seul, des milliers. On réalise des tâches avec différents types de robots. Donc on a déjà ça qui est un objectif. Et ensuite, il faut trouver une architecture plutôt efficace, enfin une combinaison connectée avec ces ensembles de datasets. En gros, il faut essayer de trouver quelles sont mes sources possibles sur lesquelles je peux apprendre. Je vous présente celui-là. Pourquoi je vous présente celui-là qui est sorti, donc cette policy généraliste par Physical Intelligence. Alors au board, il y a des gens d'OpenAI qui ont investi là-dedans. Enfin, OpenAI, pardon, a investi là-dedans. Je vous présente celui-là parce qu'ils l'ont mis en open source depuis février. Et du coup, il est utilisable dans le robot. Donc vous pouvez l'utiliser j'aurais pu le faire. Le problème, c'est que modèle de fondation, donc un peu plus gros, il fallait une carte graphique. Et c'est sorti en février, c'est un peu encore bancal. Mais regardons juste le schéma, l'architecture. À gauche, on retrouve il est entraîné sur plein de types de datasets, des différents types de robots, un bras, 2 bras qui se baladent. Regardons ce qui est au centre, ça c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle les Vision Language Action. Donc ça c'est très tendance en ce moment, depuis quelques mois. Et c'est très tendance parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait. C'est d'utiliser le potentiel de ces fameux VLM, Vision Language Model. Certains connaissent peut-être, c'est très à la mode depuis 1 an, 2 ans, il y en a qui sortent quasiment toutes les semaines. Donc c'est des modèles qui ont appris avec de la donnée comme ce qu'on trouve sur Internet, ce que vous voyez en haut. Donc c'est intéressant parce que alors on voit que ça fonctionne, hein, si vous regardez un peu les différentes vidéos. C'est des modèles qui ont appris en regardant des vidéos de chats sur YouTube. Et en gros, ce qui est expliqué, c'est que à force de regarder des vidéos de chats sur YouTube qui tombent, il comprend la gravité, quoi. Il se dit, en fait, s'il n'est pas attrapé, le chat, il tombe.
Et du coup, ce concept est utilisé dans ces modèles qui sont souvent assez gros, on parle à plusieurs milliards, va être utilisé pour le connecter avec justement cette notion de prédire des actions. Et l'intérêt de ces modèles de fondation généralistes, c'est que du coup, on va très rapidement avoir des résultats dans ce qu'on appelle le zéro shot, c'est-à-dire directement, je lui dis, tiens, ramasse la brique et tu la mets là. Le modèle de vision va dire, OK, au vu de ce qu'il me demande, c'est ça que je dois faire. Et au pire, on va pouvoir pas entraîner, je vous ai dit, j'ai mis 35 exemples, 50 exemples. Là, j'en avais fait que 35. Mais 35 exemples, on va dire, on va plus qu'en avoir besoin de 1 ou de 2, en max. Donc ça, c'est l'intérêt. Et donc, je terminerai là-dessus sur mes convictions pour demain, parce que ça va assez vite. Le premier, c'est ce qu'on a vu sur les Vision Language Action, les VLA. Là, c'est vrai que ça se développe assez vite. Là, on a eu le mois dernier, il y a moins d'un mois, Helix de l'entreprise Figure, qui présente cette architecture qui est très intéressante, parce qu'elle est inspirée des deux vitesses de la pensée, où vous avez un système 2 et un système 1. Système 2, on retrouve le VLM, le 7 milliards, qui lui réfléchit, enfin il travaille à 7,9 Hz, donc 7 analyses par seconde. Et globalement, lui, il va construire un vecteur latent, donc un petit résumé finalement des actions. Et le modèle plus rapide, bon, il a 80 millions. Je vous rappelle qu'il celui-là avait 50 millions, mais c'est un modèle plus rapide qui va, alors c'est un peu dépendant, mais il va travailler à 200 Hz, qui lui va générer les actions du robot. Mais du coup, c'est un raisonnement où on utilise le potentiel de ces grands modèles de vision, qu'on a vu, le potentiel, vous le voyez assez souvent, qui va faire un petit résumé plus lentement, on dit il y a la partie lente et la partie rapide, un modèle plus rapide. Donc ça bouge beaucoup sur les VLA. L'entraînement humain va passer à l'échelle. On a besoin de données, l'entraînement humain va passer à l'échelle. Ça, c'est des bases d'entraînement que vous trouvez, où des humains peuvent venir entraîner des robots, donc collecter de la donnée comme vous l'avez pu faire ce matin. Donc ça, c'est à Shanghai, où vous avez des humains qui peuvent apprendre à prendre du linge dans la penderie, à le ranger. Donc plein de petites tâches comme ça. On va faciliter la collecte. Ça, c'est sorti le mois dernier par Meta. Alors, il y a leurs lunettes. Étonnamment, ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires l'année dernière. OK, ils mettent ces lunettes sur un robot. Pourquoi ? Parce que comme ça, quand vous allez porter ces lunettes, quand vous rangez votre linge, quand vous pliez votre linge, on collecte les données de vos mouvements pour ensuite les réutiliser. C'est un moyen de collecter de la donnée. Donc demain, peut-être que vous allez être payé. On va vous les faire gratuites, ces lunettes, pour que vous les portiez chez vous, pour que vous créez des datasets, en gros, de mouvements qui permettent de plier le linge chez vous, faire les pattes, etc. Ensuite, de plus en plus humain. Alors, de plus en plus humanoïde. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était l'Optimus en septembre qui sort, où vous avez ça, il vous sert de la bière. Alors, bien évidemment, un des premiers intérêts, c'est qu'on peut facilement téléopérer. Derrière ça, c'était avoué, il y a un barman qui a la chance d'être en télétravail et qui peut directement vous servir la bière de chez lui. Ça, c'est des avantages des humanoïdes, c'est qu'on peut facilement le téléopérer. Mais le gros avantage des robots humanoïdes, c'est que ça fait des millénaires qu'on a adapté notre environnement à l'humain. Même dans les usines, il y en a beaucoup des industriels, dans les usines, dans plein d'endroits, notamment chez vous, tout est fait pour être adapté à un humain. Donc quand vous faites un humanoïde, du jour au lendemain, je peux le mettre dans cet environnement, à partir du moment où il a les capacités, il peut faire la même chose que vous. Donc il y a cet intérêt qui est assez conséquent, c'est pour ça que des acteurs, on a évoqué Boston Dynamics ou d'autres, on va le voir, avant c'était plutôt des chiens, alors on parle de zoomorphisme, maintenant on investit énormément dans les humanoïdes, notamment pour ça, c'est pas que juste pour l'image, etc. Alors ça je vous le mets quand même, il y a peut-être le sujet un peu trop humain, c'est cette entreprise qui essaie de cloner aussi les muscles. Là, c'était une vidéo il y a 1 mois et demi. Ça ressemble un peu à Westworld, si vous avez vu la série. Je ne sais pas trop l'intérêt, parce que ça a un coût aussi, mais voilà, peut-être un peu trop. Ça, c'est une étude d'Apple, parce que même Apple aussi, ils investissent des milliards là-dedans. Ils ont sorti une petite lampe à la Pixar, mais surtout, ils ont fait un beau papier de recherche qui montrait que dans notre interaction avec les robots, il valait mieux mettre de l'émotion dans les mouvements. La trajectoire qu'on réalise, les mouvements, ils ont un intérêt dans notre interaction qu'on a avec eux. Il ne faut peut-être pas avoir un mouvement trop robotique, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. Et donc vous avez des choses comme ça. Ce robot humanoïde, il se déplace, il a les mêmes mouvements que Ronaldo. Vous l'avez peut-être reconnu. Donc du coup, demain, quand vous allez faire des matchs de foot avec des robots, si vous payez plus cher, vous aurez le droit à l'option il se comporte comme Ronaldo ou pas. Mais du coup, les mouvements, alors je ne sais pas si j'ai reconnecté les trucs, les mouvements sont, alors je ne sais pas s'il y a des DPO ici, mais c'est de la donnée personnelle.
La façon dont là, c'est la façon dont Nicolas dit bonjour. C'est mon mouvement à moi. Si vous collectez, la façon dont je me déplace sur scène, c'est de l'information. Et elle va en tout cas être de plus en plus importante. Je voulais terminer quand même, j'avais mis 4 points. Il y a un point sur cette capacité à simuler le réel. Je n'ai pas trop passé de temps là-dessus, mais elle est importante. C'est-à-dire, bon là, c'est un entraînement, mais c'est cette idée d'essayer de donner une image qui s'approche du réel. Ça, c'est un intérêt. Alors, je cite des chercheurs de NVIDIA. L'idée, c'est que si on entraîne nos modèles dans 1000 mondes virtuels, si on est capable de simuler parfaitement le réel, bah alors, en fait, ça va fonctionner dans le réel parce que le réel, ça va être le 1001e monde virtuel. Alors, donc ça va effectivement apporter beaucoup. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore trop coûteux. Ça consomme énormément pour simuler parfaitement, etc. Mais on s'en approche. Donc, surtout quand on utilise des modèles de vision, bah c'est vrai que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est un enjeu important. Et donc, je vais essayer de conclure rapidement. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'en est pas encore dans ce moment de ChatGPT, clairement. On en est plutôt là, comme je vous l'ai dit. Ça bouge beaucoup sur les modèles de fondation, les Vision Language Action, je vous ai dit, c'est ces derniers mois. Le dernier de Helix, de Figure, c'était même pas il y a un mois. Donc il y a du potentiel, mais on investit beaucoup sur ça. Alors on parle souvent, on dit que c'est un peu le cerveau, je me permets de dire ça. Donc du coup, les acteurs, les acteurs et les industriels, ils sont en train de se préparer à l'étape d'après, ce moment de ChatGPT, qui, comme je vous l'avais dit, n'a pris que quelques années, si je fais l'analogie avec les modèles de langage. Ils se préparent en essayant de prévoir des robots différents, qui sont efficaces, performants, peu coûteux. Pourquoi ? Parce que globalement, le cerveau, le modèle de fondation, etc., globalement, une fois qu'on a trouvé le bon, bah en fait, on peut l'appliquer, le mettre dans le robot 1 ou dans le robot 2. Il y aura des petits sujets de quels sont les capteurs, etc. Mais donc, du coup, il y a beaucoup d'industriels qui se préparent à générer ces robots pour que, comme je l'ai dit, performants, efficaces, etc., et peu coûteux. Et on voit que ça s'accélère, parce que vous avez Unitree, qui est un peu un des principaux acteurs en Chine. On voit qu'on a des choses comme ça. Vous pouvez acheter un robot humanoïde comme vous achetez une Tesla. Et à l'époque, c'était bizarre. Mais vous achetez ça en ligne. Et c'est quand même à des prix. Alors, 16 000. Alors, les gens citent, disent que c'est comme une voiture allemande. C'est-à-dire que c'est avec que des options qui sont quasi obligatoires. Donc, globalement, c'est plutôt 30 à 45 000 $. Mais on est déjà sur ces prix-là pour un humanoïde qui est assez efficace. Et globalement, en gros, que ça soit... ça va très vite si on regarde juste des vidéos qui sont sorties il y a moins d'un mois. Que ça soit dans nos usines ou, comme on va le voir, que ça soit pour faire du kung-fu. Alors ça, je ne sais pas l'utilité, mais bon, c'est pour faire du kung-fu. C'est le robot qu'on vient de voir à 16 000 $. Ou que ce soit directement chez vous pour vous servir le café ou pour vous passer l'aspirateur. Ça, c'est One X. Ou que ce soit pour collaborer, globalement, ces robots vont rentrer dans notre quotidien. Et ce qu'on voit clairement, c'est qu'on rentre dans on se prépare à un moment de ChatGPT. Le CEO de NVIDIA l'évoquait, de plus en plus de l'évoquer. Mais c'est cette idée on se prépare pour ce qui est en train d'arriver, parce que ça va assez vite. Comme je vous l'ai dit, ça a pris quelques années pour ChatGPT. Peut-être que dans quelques années, je vous redemande est-ce que vous avez utilisé un robot le mois dernier, et peut-être qu'il y aura la moitié de la salle qui dira oui, qui lèvera la main. Donc ça va assez vite, et donc j'espère qu'on vous a un petit peu préparé à ça, on vous a essayé de comprendre le potentiel de tout ça, et je vous remercie de m'avoir écouté, et on vous remercie de nous avoir écoutés.